Le Conservatoire des frégates ensevelies. Épisode 8. Le résultat des relevés. Quelques mois après avoir participé à un repérage magnétométrique au large de Kerpap sur le site d'échouage des frégates, nous retrouvons Jean-Michel Kéroulet. Bonjour. Bonjour. Ce matériel, le magnétomètre, vous a-t-il permis de mieux comprendre le site et l'emprise exacte des épaves ? Le magnétomètre, donc c'est ce qu'on fait de mieux actuellement en magnétométrie. C'est un appareil d'une précision ultime. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à avoir des appareils plus performants. Et justement, ce matériel-là nous a permis d'explorer toute la zone du Grasu, alors que pendant les opérations de sondage que nous avons menées dans les années 90, il y avait tellement de mobilier en surface qu'on n'a fait qu'un repérage visuel en plongée d'un petit secteur. À partir du moment où on avait bien localisé une des épaves, on s'est acharné dessus et on a fouillé le sable jusqu'à une profondeur d'1,50 m à peu près, sans se préoccuper tellement de ce qui se passait autour. Donc l'opération de magnétométrie avait un intérêt énorme pour nous. C'était de connaître mieux les roches du Grasu, et on a eu d'énormes surprises parce qu'on s'est aperçu que ce petit récif du Grasu était fortement anthropisé. Ça veut dire qu'il y a énormément d'épaves autour de ce rocher. Et l'opération magnétométrique nous a permis de bien localiser ces épaves, dont on avait connaissance pour la plupart, de voir qu'il y en avait également d'autres petites épaves. C'est manifestement un piège à bateau, et on comprend un peu mieux que ces frégates se soient fracassées là. Et c'était des épaves de quelle époque ? Alors, il y a un petit peu de tout comme épave, mais les plus anciennes sont les frégates napoléoniennes, bien entendu. On a retrouvé des bateaux du 19e siècle qui étaient connus, mais avec des coques en acier qui étaient très, très marquées. On a des bateaux de pêche, on a également des canots. On a trouvé plusieurs emplacements. Alors, le problème, c'est que le magnétomètre détecte essentiellement les masses métalliques, et ces bateaux-là représentent énormément de masses métalliques. Il y a par exemple un bateau de pêche qui se trouve dans le sud de la balise du Grazi qui marque très très fortement, et probablement c'est possible qu'il y ait des choses plus anciennes en dessous, mais on n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est de ce bateau de pêche et d'une éventuelle autre épave. Et donc ça, c'est une difficulté dans la compréhension des sites. C'est vrai qu'on préfère des sites qui sont vierges de toute autre épave, et pouvoir travailler tranquillement, c'est plus agréable. Alors, qu'est-ce que ces éléments-là vous permettent de repérer ? Alors déjà, dans un premier temps, on a pu confirmer la position qu'on avait travaillée pendant ces 4 années de sondage comme étant la plus intéressante pour les frégates Ariane Andromaque. On a donc travaillé sur l'endroit où les canons émergeaient du sable, donc c'était assez facile comme repère. On avait pris un point zéro qui correspondait à une caronade, une grosse pièce d'artillerie. Il a fallu recaler dans le nouveau système géodésique toute l'épave. Ensuite, on a procédé à des passes très très rapprochées. Quand vous étiez là, vous avez vu que c'est un travail un peu fastidieux, un peu fatigant même, et encore on avait des conditions idéales. Mais quand il fait mauvais et qu'en plus il y a un petit peu de clapot, on trouve que le temps passe pas vite. Et donc là, on part des passes qui étaient inférieures à 20 mètres pour toutes. On a pu faire une cartographie magnétique de l'ensemble du site du Grasu. Sur ce site-là, on a pu mettre en évidence entre 4 et 5 épaves complètement différentes, bien localisées, avec des pics qui sont très importants. Ces valeurs magnétométriques qui sont explosives par rapport au matériel des frégates, qui, eux, d'abord, c'est du métal corrodé par l'oxygénation. C'est une zone de faible profondeur où il y a un brassage énorme. Ça veut dire qu'il y a tout le temps en suspension dans l'eau de l'air et de l'oxygène. Donc les phénomènes oxydatifs sont extrêmes et au niveau du magnétomètre. Contrairement aux épaves actuelles, contemporaines, qui, elles, sont encore d'un métal très très actif sur le plan magnétométrique. On a pu donc définir des zones très intéressantes qu'il faudra
probablement aller investiguer. En particulier, on a bien localisé le site de la deuxième épave. On était probablement sur Ariane et là, on sera probablement sur Andromaque, qui se trouve un petit peu dans le nord-ouest de l'endroit qu'on avait sondé. On avait fait quelques sondages ponctuels juste avant de partir de la dernière opération et on avait effectivement trouvé du mobilier un petit peu plus profond sous le sable parce que c'est une zone où le fond descend un petit peu et où le sable emprisonne du matériel. Alors ça, c'est très très intéressant pour nous parce que ça préjuge de trouver du matériel en très bon état. Peut-être encore meilleur que ce qu'on avait sur les frégates où on a déjà été époustouflé par ce qu'on a pu trouver. Et on a pu localiser encore d'autres sites qui sont avec des valeurs magnétométriques compatibles avec des épaves un peu anciennes et dont on ne sait pas ce que c'est. Alors peut-être ce sont simplement des morceaux des deux épaves qui ont, soit après l'explosion, soit après qui sont partis avec le courant. C'est un petit peu placé dans le nord-est des épaves. C'est possible. On sait par exemple que le gréement, quand il tombe à l'eau, il ne reste pas sur place, contrairement au canon ou aux gueuses, etc. Donc c'est possible que ce soit une partie du mobilier. On a l'habitude de ça. Hein. Par exemple, une épave qu'on a trouvée à l'île de Sein, dans la chaussée de Sein, pas loin du phare d'Armen, on a retrouvé le pont dans la baie des Trépassés, c'est-à-dire très très loin de là. Donc il faut toujours garder présent à l'esprit que on ne retrouvera pas tout au même endroit. C'est possible que ce soit, mais c'est aussi possible que ce soit une autre épave complètement constituée. Donc ce sera aussi l'objet probablement d'une nouvelle étude. De toute façon, ce site du Grasu est un site préférentiel pour l'archéologie de l'avenir, où on aura certainement à y revenir. Le problème de ce site-là, c'est qu'il est quasiment trop riche. Et que face à des recherches dans un site comme ça, on sait d'emblée qu'on aura un coût de traitement du mobilier qui sera extrême. Et on sait qu'on sera dans l'avenir de plus en plus limité par le financement de toutes ces pièces archéologiques qui doivent passer par le laboratoire quantique. Et donc, avant même d'aller les chercher, il faut s'assurer des moyens de les traiter. Le but, c'est pas de tout remonter, vous faites une sélection, comment ça se... Alors, l'idéal, ce serait, comme le demande l'UNESCO, c'est une étude in situ. C'est-à-dire qu'on va étudier l'épave sur site. On va avancer petit à petit, donc on va faire par exemple, on fera une tranchée, et cette tranchée, on va la déplacer au fur et à mesure, suivant un carrevoyage, comme on a déjà fait, mais au lieu de remonter les objets comme on le faisait par le passé, où on constituait une collection, on va les étudier sur le fond. Maintenant, on a des moyens qui permettent de faire de la photogrammétrie, c'est-à-dire d'enregistrer l'objet en 3 dimensions, pour pouvoir en restituer les formes en surface ensuite. Donc on peut faire de la photogrammétrie sans remonter les objets, faire cette étude sur site et au fur et à mesure réensabler l'épave. Ça présente plusieurs avantages. L'avantage, c'est de pouvoir mener une étude qu'on va conserver. La deuxième, c'est de ne pas avoir de mobilier à traiter. Et la troisième, c'est de ne pas encombrer les réserves qui sont déjà surchargées. On aura quand même certaines pièces qui sont exceptionnelles, qu'on remontera. Donc, il faut prévoir de toute façon un budget de traitement. Mais maintenant, il ne suffit pas d'avoir un budget de traitement, il faut aussi avoir un endroit de dévolution des objets. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus de remonter des objets pour les mettre en réserve. Il faut, au préalable, qu'on essaie de voir où elles atterriront, parce que la finalité de l'archéologie, contrairement à ce que pensent beaucoup, c'est uniquement la présentation au public. Le but de l'archéologie, le but premier, c'est la patrimonialisation et la restitution au grand public. Donc tout ça doit être pensé en amont et ça complique un petit peu les recherches. Là où avant, on partait un petit peu la fleur au fusil et on arrivait toujours à placer les objets. Maintenant, on dispose de tellement d'objets, on a une telle richesse de découvertes au fil des années qu'il faut devenir plus sélectif et plus raisonné. Et le financement, il viendrait d'où pour pouvoir poursuivre les recherches ? Alors, le financement, on a en permanence un financement du DRASM, mais ce n'est pas un financement pour le traitement des objets. Le DRASM finance nos opérations. C'est-à-dire, ce sont des subventions de fonctionnement qu'on a. Le deuxième moyen de financement, ce sont les entreprises qui, essentiellement, nous mettent à notre disposition du matériel et nous leur faisons un retour d'expérience. On travaille avec eux, on a à notre disposition
disposition du matériel, donc on n'a pas besoin de le louer, ça diminue d'autant les coûts de fonctionnement. Et la troisième source de financement, ce sont les dons d'entreprises. Du mécénat, quoi. C'est du mécénat d'entreprise, absolument. Donc il faut intéresser les entreprises à ça, il faut qu'ils y trouvent leur compte. La quatrième et dernière ressource dont nous disposons, c'est la déclaration d'utilité publique que nous avons, d'utilité générale, qui nous permet de faire un rescrit fiscal aux dons que les particuliers nous adressent. Et ça représente une part importante de notre fonctionnement. Et justement, quel est l'avenir de l'archéologie fait par des bénévoles comme la SAM? Alors l'avenir jusqu'à maintenant était relativement rose, puisque on avait un ministère qui tournait bien, on avait le ministère de la Culture prenait en considération le DRASM, donc notre tutelle, et disposait de moyens qui étaient importants, puisqu'ils ont pu acheter un troisième bateau et étaient correctement dotés, même si on n'a jamais assez. Mais reconnaissons que dans le domaine de la culture, qui n'est pas souvent le parent riche, le DRASM faisait figure d'avantagé. Et par là même, nous avions des subventions, des aides et des contributions qui étaient remarquables. L'avenir ne sera pas ce qu'il a été dans le passé, c'est une évidence. Donc il y a d'une part ce phénomène de moindres ressources. Et puis, on s'aperçoit que l'archéologie des bénévoles, qui représente plus de 65% des opérations d'archéologie, donc qui est la base même de toute l'archéologie sous-marine, puisque pratiquement toutes les recherches proviennent au départ de bénévoles. Les recherches préliminaires d'un site, même si la fouille est une fouille d'État, le bénévole est à la base de cette découverte qui a permis une fouille d'État. Et donc les associations de bénévoles se heurtent à plusieurs problèmes en ce moment, de renouvellement de leurs membres, avec un vieillissement des associations, un phénomène de manque de reconnaissance, puisque le DRASM ne reconnaît que le directeur d'opération dans les papiers. Et ça, c'est un problème qu'on est en passe de régler. Enfin, on est en train, en tout cas, d'y réfléchir grandement avec le ministère de tutelle. Peut-être allons-nous essayer d'accéder à un statut de chercheur bénévole associé, un petit peu comme les chercheurs associés sont dans les laboratoires du CNRS, de façon à ce que chacun puisse se prévaloir de ce qu'il fait, en réalité, de pouvoir dire d'où on parle quand on intervient auprès d'entreprises ou dans un colloque. Et donc, cette reconnaissance devrait, à mon point de vue, stabiliser un petit peu les effectifs. Et puis, on se heurte aussi à une nouvelle réglementation qui nous est tombée dessus, alors qui ne concerne pas tellement les vieux plongeurs comme moi, parce que nous, on est tous plongeurs professionnels, mais les plongeurs bénévoles, contrairement à ce qu'on peut penser, sont assimilés à des professionnels par le ministère de la Culture. Donc on relève complètement de tous les textes des plongeurs archéologues. Les plongeurs archéologues travaillent au même titre que les scaphandriers professionnels. Donc il faut avoir une classification qui est une classification BB. On plonge avec des tables professionnelles, dans des conditions réglementaires professionnelles, avec la surveillance du matériel, etc. Or, pour obtenir la certification de classe B, ça coûte environ 2 500 € et c'est tout à fait impossible pour les bénévoles d'y accéder. Ça veut dire que, par exemple, à la SAM, sur 25 membres, nous sommes 9 classés BB. Donc, nous, on est tranquille. Cette classification, on l'a pendant 10 ans et on la renouvelle tous les 10 ans uniquement avec un certificat médical et avec la preuve de notre participation effective à des opérations archéologiques. Donc c'est purement administratif, alors que la classification pour quelqu'un qui n'est pas classé, ce sont des stages qui prennent du temps, plusieurs semaines, avec un coût généré important, et pour lequel on ne peut pas utiliser son compte emploi-formation. Donc, il faudra à un moment donné qu'on s'interroge là-dessus parce que les anciens plongeurs vont arrêter progressivement et les nouveaux ne seront pas classés, donc ne pourront pas faire d'opération. Alors là, c'est peut-être le dossier qui avance le mieux puisque j'étais en discussion avec le DRASM, qui est assez favorable à ma proposition, qui serait de faire une formation pour les bénévoles, bien spécifique, en tenant compte du passé de plongeur de chaque archéologue et de faire un petit peu du sur-mesure en fonction de ce qui leur manque. Il y aura par exemple certainement une formation sur la législation des biens
culturel maritime, mais c'est pas la peine d'aller leur faire faire du palmage ou du sauvetage ou tout ce qu'ils ont déjà fait et qu'ils ont validé par des brevets de plongeurs de loisirs. C'est un peu comme une VAE, quoi. C'est exactement ça. On voudrait arriver à ça. Après un week-end, par exemple, de formation, peut-être quelques cours en visioconférence, de valider les jeunes participants à nos opérations. Par exemple, s'ils ont participé à plus de 5 opérations, on pourrait leur valider le module archéologie. S'ils sont au niveau 4 en plongée, on validerait le sauvetage, etc. Enfin, en prenant toute la liste comme ça, on a convenu avec le DRAS de faire une proposition pour l'année prochaine. Donc ça permettrait de redynamiser le noyau des nouveaux arrivants en plongeurs, quoi. Voilà, ça pourra de toute façon stabiliser les associations et ça donnera un peu de sang neuf aux responsables d'opérations qui, pour l'instant, sont toujours sur le travail, alors que d'autres travaillent autant mais n'apparaissent pas. Et c'est profondément injuste. Merci Jean-Michel Caroulet. On va terminer sur cette note d'espoir pour l'archéologie sous-marine. Absolument, mais il faut être confiant toujours. Oui, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Le Conservatoire des frégates ensevelies, réalisation et prise de son Martine Rouelet, une production Radio Balise soutenue par la région Bretagne.